Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Choix d'orientation et ordre social. La chose la plus importante à toute vie est le choix d'un métier. Le hasard en dispose. La coutume fait les maçons soldats couvreurs. L'histoire de l'orientation commence avec le XXe siècle. Ce n'est pas dire pour autant que la question du choix ou de la répartition des tâches ne s'était pas posée avant. La détermination de l'avenir d'un enfant est un problème vieux comme le monde, mais la forme qu'il prend varie selon le type de société, selon le régime politique et le degré de développement des activités humaines. C'est de fait le développement de la société industrielle, entraînant la diversification des activités humaines, qui va être à l'origine de l'orientation scolaire et professionnelle. Tant que la société était stable, que le destin de l'homme était déterminé par sa naissance, son origine sociale et familiale, l'idée même d'orientation était dénuée de sens. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, on s'engageait encore dans une voie professionnelle par vocation, ou parce que la force de la tradition aidant, tel fils héritait du métier de son père qui lui-même avait hérité du sien, quel que soit le milieu socio-culturel considéré. Cependant, avec le développement industriel, l'idée de mettre la bonne personne à la bonne place se fait jour. Le XXe siècle va voir se développer des techniques pour aider au choix, devenues obligatoires, mais ce n'est pas sûr que les personnes y aient gagné une place où elles sont entendues dans leur dynamique propre. L'obligation de choisir a remplacé l'impossibilité de choix. Quelles en sont les conséquences ? L'impossible choix. Qu'en est-il du rapport au travail et de ses implications sur le choix du métier dans les sociétés traditionnelles? En quels termes se posent les questions de choix de métier avant que n'apparaisse la notion moderne d'orientation scolaire et professionnelle? Quand la structure de la société ne laisse pas de place au jeu entre les différentes couches qui la composent, et que le sujet ne jouit pas de l'autonomie qu'on lui connaît dans les sociétés modernes et contemporaines, les questions d'orientation n'ont pas lieu d'être, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'intérêt à répartir les métiers dans la cité. La question du choix professionnel se pose en effet de façon différente, selon la structure sociale dans laquelle il se présente. Dans les sociétés traditionnelles, seules les conditions sociales étaient prises en compte, non l'histoire ou l'intérêt de l'individu, l'objectif étant d'assurer une juste répartition des tâches pour l'équilibre de la cité. Ce qui importe alors, c'est que les besoins de la cité soient satisfaits, gage de son harmonie. L'activité professionnelle est alors déterminée par un ordre social ou cosmique, et seuls les privilégiés ou les déviants de ces organisations peuvent prétendre à un choix de métier ou y être contraintes. Ce sont des sociétés holistes qui ont, dit L. Dumont, une idée collective de l'homme. L'accent y est mis sur la société dans son ensemble, comme homme collectif. L'idéal se définit par l'organisation de la société en vue de ses fins et non en vue du bonheur individuel. Il s'agit avant tout d'ordre, de hiérarchie. Chaque homme particulier doit contribuer à sa place à l'ordre global et la justice consiste à proportionner les fonctions sociales par rapport à l'ensemble. Le tout prime donc sur l'individu, l'ordre du monde détermine la vie des hommes. Il en est de même pour l'homme grec de l'Antiquité. C'est un être, dit Aristote, qui vit en cité. Gilles Euridée, reprenant les termes de Barre, résume ainsi ce qu'il en était de la situation de l'homme dans la Grèce antique. Le citoyen était là pour la polis. Il était son moyen et son organe, la polis grecque dominait les individus. Précisons enfin qu'alors, en Grèce comme à Rome et quel que soit le type de gouvernement, la société repose sur un principe d'inégalité. C'est le partage de l'ensemble de la population en fonction de la naissance d'une part, en fonction de la fortune d'autre part qui détermine l'occupation des hommes et leur rapport au travail. Une telle organisation sociale, avec les cloisonnements qu'elle comporte, définit un déterminisme étroit qui empêche tout choix personnel car dans ce type de société ce qui importe ce n'est pas l'individu en tant que tel, mais le bon fonctionnement de la cité, ce qui compte c'est le tout. Que l'individu, dans l'Antiquité et bien au-delà, n'ait pas le choix de son métier, n'empêche pas l'utilisation par le groupe social des compétences individuelles. Ainsi, Platon dans la République, dialogue sur la justice, s'interroge-t-il sur la tâche qui revient chacun, autre manière selon nous de poser la question du choix du métier pour chacun, même si ce choix n'est pas celui de l'individu. Nous découvrons au livre 2 de ce dialogue que l'activité de chacun est commandée par la nature.
Il s'agit d'attribuer à chacun le métier pour lequel il est fait par nature. Un tel point de vue s'inscrit dans la conception que se fait Platon d'une cité plus juste, cité idéale dont il va s'attacher à élaborer les conditions dans ce dialogue. Pour qu'une cité juste soit concevable, il faut qu'elle soit gouvernée et servie par des hommes à l'âme juste, que chacun soit sa place, en conformité avec la nature. Or, se conformer à la nature, c'est faire en sorte que chacun accomplisse la tâche qui lui revient en fonction de ses qualités, en fonction, dirait-on maintenant, de ses aptitudes. Il est dès lors impératif dans une cité, aussi structurée soit-elle, de fonder la répartition du travail moins sur la fortune ou la naissance que sur les aptitudes de chacun. On peut noter déjà que c'est une telle approche qui a initié au début du XXe siècle les premières réflexions sur l'orientation professionnelle raisonnée. Ainsi, la question du choix de métier que nous posions plus haut trouve-t-elle réponse avec Platon, moins en termes de choix individuel comme on pouvait s'y attendre, compte tenu du statut de l'individu dans l'Antiquité, qu'en termes de respect des lois de la nature. Le choix ne revient pas à l'individu. Les philosophes de la cité idéale de Platon, par exemple, seront contraints de gouverner, malgré eux, leurs qualités les prédestinant à être au service de la cité. À chacun la place qui lui revient, quelles que soient ses origines sociales, conception qui s'enracine dans la croyance en un destin qui fixe à chacun sa place, même si chacun a sa manière particulière de l'occuper comme le montrera le mythe d'Èr à la fin de ce même dialogue. N'est-ce pas une telle croyance qui habite nombre d'adolescents actuels, en peine de choix et qui rêvent de trouver la place pour laquelle il serait fait comme nous le verrons plus loin. Au moment de choisir son orientation en effet, plutôt que de s'interroger sur son désir ou sur l'intérêt qu'il pourrait prendre à faire tel ou tel type d'études, nombre d'adolescents, voire certains adultes, s'interrogent sur le métier ou les études qui leur correspondraient. Ils semblent vouloir trouver une adéquation entre ce qu'ils sont et ce qui existe dans le monde, comme s'il s'agissait de faire coïncider ce qui est voué à un indépassable décalage entre soi et l'autre. Ainsi, la manière qu'ils ont de formuler leur demande en ces termes, « Pourquoi suis-je fait ?» laisse-t-elle percevoir le présupposé d'une prédestination, comme si l'avenir était tracé avant d'avoir été vécu et comme s'il n'y avait plus qu'à se conformer à ce que la nature ou le destin avait fait d'eux. Une telle demande ne repose-t-elle pas sur une pensée magique ? Et chacun de rêver de passer des tests qui lui révéleraient tout sur ce qui lui convient, qui lui révéleraient enfin ce qui lui correspond, ce pourquoi elle est faite, comme le demande Céline que nous retrouverons plus loin. Même si la forme de la société a évolué au Moyen-Âge et pendant tout l'Ancien Régime, la question de l'occupation de chacun reste au service de l'intérêt commun. Cependant, l'idée du choix apparaît chez des penseurs comme Rabelais et un siècle plus tard, Pascal, qui estimait que la chose la plus importante à toute vie c'est le choix d'un métier. 7. Bien qu'il revienne au hasard ou à la coutume de décider du choix de métier, une réflexion sur la façon d'orienter sa vie se fait alors jour. Au XVIIIe siècle, malgré l'évolution économique qui a lieu, malgré l'importance que prennent les villes, l'organisation du travail change peu. Pourtant, on assiste alors à une véritable révolution culturelle, annonciatrice des temps modernes, parallèlement au développement de l'industrie et du commerce. Les auteurs de l'époque, Montesquieu, Rousseau, Diderot, qui tous participent à l'encyclopédie, développent des idées nouvelles sur l'éducation, visant à donner plus d'autonomie à l'individu. Ils mènent tous une réflexion sur le choix du métier. Pour Rousseau, apparemment, le principe d'une liberté de choix est admis, mais avec cependant nombre de restrictions dans la réalité. Ce n'est pas à nous, dit-il, de faire ce choix, c'est à lui, à condition que soient prises en compte dans le choix du métier les caractéristiques physiques de l'enfant et qu'on se soit assuré de son vrai goût et de son vrai génie. Donner à l'homme un métier qui convienne à son sexe, et au jeune homme un métier qui convienne à son âge. À de telles injonctions s'ajoutent des conseils qui finalement restreignent considérablement la liberté de choix. Prenez d'abord. Cependant, l'idée d'une certaine liberté se dessine, la question des critères ou déterminants d'un choix qui ne repose pas sur de simples intuitions mais relève davantage de la raison se fait jour. C'est de cette interrogation que naîtra l'orientation professionnelle au début du XXe siècle, avec ce souci d'objectivité. Le choix du métier, un nouveau défi. À l'aube des sociétés modernes avec la naissance du capitalisme, on verra naître l'initiative privée, qui mettra l'individu au centre de ses préoccupations. Mais dans quel objectif ?
Quel changement ce nouvel éclairage apportera-t-il par rapport au choix du métier? Le début du XIXe siècle est marqué par un transfert massif des populations rurales vers les manufactures urbaines. Avec le machinisme, avec la concentration industrielle, avec l'éclatement des tâches, l'apprentissage traditionnel de type artisanal disparaît des entreprises. Les progrès industriels imposent non seulement des ouvriers en nombre, mais aussi des ouvriers qualifiés. L'impératif de rendement et l'investissement technologique font apparaître le besoin d'une main-d'œuvre formée et du même coup, la prise en compte de sa motivation, de sa santé, de sa personne. Des dictionnaires des professions sont publiés sous la responsabilité de l'Institut. Ils se veulent un guide pour le choix d'un état. Ces publications vont se multiplier au début du XXe siècle avec ce même souci de guidance. Tout le courant humaniste qui a traversé les mouvements d'orientation après la Seconde Guerre mondiale s'est réclamé de cette notion de guidance, donnant à la personne une place nouvelle. Mais suffit-il que le sujet change de place pour qu'on le considère du point de vue de sa dynamique psychique? Les choses sont plus complexes, en partie du fait de la visée double qui est impartie à l'orientation. Satisfaire les individus dans l'exercice de leur profession, satisfaire les besoins de la collectivité. Parallèlement à ce mouvement portant intérêt au choix du métier, dès la seconde moitié du XIXe siècle, l'apport scientifique dû aux recherches, notamment de Wundt, création de la psychophysiologie en 1879, et de Lechner, création de la psychophysique en 1859-60e, avait permis de penser que l'étude objective de l'intelligence et des aptitudes de l'homme était possible. De même, à l'aube du XXe siècle, un mouvement de justice et de protection sociale se développait. Une législation sur les conditions de travail des femmes et des enfants, sur les accidents du travail, sur l'hygiène, voit le jour. Certes, ce sont les conditions économiques qui imposent qu'on s'occupe des hommes. Il n'en demeure pas moins que l'individu est reconnu dans le système social. C'est de fait le développement de la société industrielle entraînant le développement des activités humaines qui va être à l'origine de l'orientation professionnelle. Plusieurs facteurs vont donc contribuer à l'émergence de la notion d'orientation, au sens d'un questionnement sur l'engagement de l'homme dans un travail spécialisé. L'éventail plus large des emplois et des métiers impose ou au moins suscite des possibilités plus larges de choix. Enfin, la scolarité obligatoire va contribuer à l'élévation du niveau culturel favorisant la prise de conscience d'un choix possible pour son avenir. Ce qui prédomine alors, c'est la nécessité de trouver la meilleure adéquation possible entre les aptitudes requises par le métier et celles dont dispose la personne. Il s'agit d'affecter le travailleur à l'emploi qui correspond à ses aptitudes. On pense alors que c'est la meilleure façon de contribuer au progrès technique et au développement économique, et en même temps, de favoriser l'épanouissement de l'homme. Ce point de vue est confort par l'apport scientifique du moment, qui prolonge les travaux initiés au milieu du siècle précédent et qui permettait de penser que la voie du progrès passait par la science, qu'une science de l'homme était possible. Déjà au XIXe siècle était apparu un intérêt marqué pour le registre psychologique. On parlait alors de psychologie des profondeurs. Mais ce qui va véritablement donner naissance à l'orientation professionnelle, c'est, bien plus que la psychologie des profondeurs, la psychologie expérimentale. Binet, qui dirige le laboratoire de psychophysiologie à la Sorbonne, établit avec Simon l'échelle de mesure de l'intelligence. C'est ce qui ouvrira la voie à l'orientation professionnelle. M. Huguet remarque que Binet élabore sa méthode de test, parce que l'obligation scolaire instaurée par J. Ferry confronte la société à la question de l'échec scolaire. De même, le développement des tests en orientation professionnelle vise-t-il la mesure d'aptitude utile pour répondre aux besoins de l'économie. En 1913, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale lance une initiative importante en publiant un décret portant création d'une commission chargée de préparer, entre autres, un programme d'études relatif aux aptitudes professionnelles. La circulaire fixant ce thème de recherche précise dans ces termes: comment se fait le choix de la profession? Ce choix est-il en rapport avec les aptitudes physiques ou autres de l'enfant, son âge, etc. La commission désire recueillir des faits qui mettraient en évidence les conditions dans lesquelles se forment aujourd'hui les ouvriers et les circonstances dans lesquelles s'effectue le renouvellement du personnel de nos industries.
Ce qui importe alors, c'est de former de bons professionnels plus que de se pencher sur leur épanouissement personnel, même si ce souci n'est pas absent et qu'existe aussi la volonté de donner une instruction qui permette aux manœuvres de ne pas rester en l'état toute sa vie. Une prise de conscience se fait donc en ce début de siècle du problème de l'orientation, d'autant que pendant la guerre de 1914-1918, les problèmes de recrutement et d'adaptation des femmes au travail sont criants et que la rééducation et le reclassement des mutilés s'imposent. Les méthodes psychotechniques se répandent. Elles bénéficieront plus tard à l'orientation. Le Parlement de l'époque rédige un rapport où l'on peut lire « S'il est vrai, comme on le dit et comme on le répète, que 75% des travailleurs s'engagent dans un métier pour lequel ils ne sont pas faits, c'est nous qui soulignons. On aperçoit la nécessité de l'orientation professionnelle, c'est-à-dire d'une organisation capable de déterminer, avec toutes les garanties désirables, le choix d'une carrière. Ainsi, la culture de l'orientation est-elle née sous l'impulsion des nouveaux besoins économiques et des avancées de la recherche en psychologie. L'approche proposée pour diriger chacun sur la bonne voie. Voisine de celle de la médecine, préconisait de faire un diagnostic scientifique avec des tests portant sur les aptitudes de la personne, voire sur sa personnalité, pour lui prescrire ensuite, non pas le bon remède, mais le métier qui lui convenait et auquel le diagnostic la destinait. On peut s'interroger sur le sens de ces garanties qui assureraient que le choix est un bon choix, mais au regard de qui ? Les adolescents que nous recevons, persuadés eux aussi qu'il n'est de bon choix de métier que celui pour lequel ils seraient faits. Cherchent des garanties pour ne pas se tromper de chemin. Combien enfants, parents, éducateurs pensent encore que le conseiller d'orientation psychologue pourra leur dire la vérité sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils doivent faire ? Faire de telles préconisations, ce serait se mettre dans la position de fixer le devenir avant qu'il ait été vécu, de donner une réponse bien trop rapide pour qu'elle laisse place à un quelconque questionnement. Le sens trop vite donné entrave la mise en pensée avec les interrogations qu'elle implique. C'est vouloir faire de l'orientation une science exacte, et c'est du même coup faire fi du désir à l'œuvre dans le processus de choix, fût-il professionnel. En même temps donc que naissait le mouvement d'orientation prenant en compte l'importance du choix de la profession et de la place de la personne, subsistait une conception de l'homme, objet de la science bien plus qu'acteur de sa vie. L'orientation poursuivait ainsi à ses débuts, certes des objectifs d'ordre social, mais aussi économique. En 1922, elle est définie par décret comme l'ensemble des opérations qui précèdent le placement des jeunes gens et des jeunes filles dans le commerce et l'industrie, et qui ont pour but de révéler leurs aptitudes morales, physiques et intellectuelles, mettre l'homme à la place qu'il faut. Retenons de cette formulation le terme de placement, révélateur de la conception de l'orientation professionnelle du moment. Être placé dit assez ce qu'il en est là de la prise en considération du sujet, en tant que sujet désirant. Un tel point de vue a laissé des traces dans les représentations actuelles de l'orientation, comme si, malgré les évolutions que cette institution a connues, demeurait le sens de placement qu'elle avait à l'origine et l'illusion que des outils performants pouvaient remplacer ce que l'écoute semblait avoir de subjectif et donc d'aléatoire. On imaginait alors pouvoir annoncer à chaque écolier à quel métier il devrait se destiner, le dépossédant par là même de la possibilité d'élaborer lui-même ce qu'il entendait faire de son avenir. Ainsi, en même temps qu'elle perpétuait en les actualisant les principes de répartition des tâches prônés dans les sociétés traditionnelles, l'orientation faisait de l'individu l'objet principal de ses préoccupations même si c'était dans un souci d'adaptation. Mais le sujet dans cette approche est cependant mis en position d'objet de la science nouvelle. C'est l'expert qui sait pour lui et qui en dernier ressort peut dire le bon choix à faire. Le sujet alors n'a plus rien à savoir de ses désirs. La décision à prendre quant à son orientation apparaît comme le résultat d'une opération supposée rationnelle, mais qui reste extérieure au sujet, au point que selon un mot de M. Huguet, il disparaît derrière la science. On en tracera un portrait, on fera un profil de ses aptitudes, mais lui, le sujet, où sera-t-il ? Il ne s'agit encore que de l'observer, le regarder et non l'écouter. M. Huguet qualifie cette manière de faire de méthode objectivante, c'est-à-dire en extériorité du sujet clinique. Elle convertit sa singularité en cas clinique. Actuellement, les pratiques d'orientation reposent encore souvent sur l'utilisation de tests et questionnaires qui sont censés dire quelle voie emprunter,
et les consultants sont dans cette attente de révélation de ce pourquoi ils sont faits, espérant découvrir ce qui leur correspond, grâce à ces outils parés de toutes les vertus. Il n'est pas rare non plus que des parents téléphonent pour demander que leurs enfants passent des tests pour savoir s'ils doivent par exemple aller dans une filière scientifique plutôt qu'économique, animés par cette pensée magique qui confère une toute-puissance aux techniques. On aura compris que la naissance de l'orientation professionnelle, en même temps qu'elle fait du sujet le pivot de sa réflexion, ne le saisit pas dans son intériorité et sa dynamique propre, continuant en cela une tradition issue de la médecine, occultant du même coup ce qui prenait forme à Vienne avec Freud. On reconnaît alors au sujet son existence singulière, mais parole ne lui est pas donnée. Se pose désormais la question de savoir s'il en sera autrement quand il sera convié à choisir. Cette approche adéquationniste de l'orientation professionnelle la réduisant au final à une technique d'appariement entre un profil individuel d'aptitude et un profil de poste de travail, allait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, évoluer et prendre en compte la psychologie des adolescents. L'orientation va devenir alors, sous l'impulsion de G. Monod et Gizet, une des finalités d'un enseignement rénové qui mettait l'enfant au centre du système. Depuis, des procédures d'orientation instituant des paliers auxquels des choix seront possibles sont mises en place, dans le respect de cette idée nouvelle que l'orientation est un processus continu. La liberté de choix, dans le même temps, devient un principe fondamental. Les familles ont désormais un droit d'appel des décisions prises par l'école. Cependant, même si l'institution vise à mettre en place une réelle possibilité de choix, demeurent les pressions dues aux structures d'accueil insuffisantes et aux réalités des débouchés sur le marché de l'emploi. Toute situation de choix n'est-elle pas d'ailleurs inscrite dans un univers de contraintes, ce qui n'annule pas nécessairement toute possibilité de choisir ? La liberté de choix ne tient sans doute pas tant au nombre de possibles qu'à ce qu'on fait de ce qui s'offre. Ainsi, dit J.P. Sartre, je crois qu'un homme peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. C'est la définition que je donnerais aujourd'hui de la liberté. Il faut alors davantage penser le choix comme dépendant de la dynamique psychique du sujet en position de choisir. Depuis une trentaine d'années, les textes régissant l'orientation ont peu changé. Cependant, le devenir professionnel ne se pense plus comme engagement dans un métier qu'on exercera toute sa vie. On parle maintenant d'orientation tout au long de la vie, et le système d'orientation et les pratiques qui en découlent prétendent préparer l'homme à l'incertitude et au changement, l'aider à s'adapter à l'insécurité professionnelle. Mais n'est-ce pas le lot de toute existence que de faire avec l'incertain, d'avoir à tracer jour après jour le chemin sans qu'aucun programme n'y prépare si ce n'est celui d'apprendre à écouter son désir ? Pourtant, depuis qu'une réflexion s'est engagée sur le choix d'un métier et sur le devenir des jeunes, l'institution a toujours fait comme si elle savait pour eux, prenant le relais de nombre de parents qui croient qu'ils savent mieux que leurs enfants ce qui leur convient, inquiets des risques supposés qu'ils encourent, pressés de voir leurs propres idéaux se réaliser. De même, l'institution croit savoir ce qui convient le mieux aux jeunes et veut les orienter, leur indiquer le chemin à suivre. Ces adultes, dans leur passion pour faire des jeunes ce qu'ils doivent être, oublient leurs conditions de sujet. Ils ne les écoutent pas, ils les élèvent, les dirigent, leur donnent des avertissements. L'expérience montre pourtant que les conseils ne sont jamais suivis s'ils ne correspondent pas au désir du sujet. On demande des conseils, mais ce qu'on veut, ce sont des approbations, une reconnaissance souvent, comme si désirer tout seul était difficile à assumer, comme s'il était besoin pour affirmer son désir que l'autre y consente et l'approuve, faute de pouvoir se séparer. Choix de métier et choix adolescent, un travail redoublé. L'orientation scolaire et professionnelle est donc devenue une institution, contexte économique et scientifique y obligeant. Le dispositif éducatif impose de choisir, et ce n'est pas le moindre des paradoxes auxquels se confrontent les lycéens actuels. Contraints au choix, comment le vivent-ils ? Au moment des choix à faire, ce qui se joue actuellement pour un adolescent, même s'il s'agit encore de faire avec l'héritage légué par le père, c'est peut-être plus de sortir des voies tracées par les parents. N'est-ce pas la tâche à laquelle il revient à chaque adolescent de s'atteler, au-delà ou en deçà de la question de l'orientation scolaire ou professionnelle ? Mais la sortie n'est pas si aisée et il y faut souvent un tiers, quand parents et enfants sont dans une confusion telle que les idéaux des premiers empêchent ou rendent difficile aux seconds de construire les leurs. Ainsi pour Paul est-il difficile de faire entendre ce qu'il veut,
tant le désir de son père qu'il fasse l'école polytechnique est assourdissant. Nous recevons Mr. et Madame R. et leur fils Paul alors que celui-ci est à la veille de devoir décider s'il ira dans une première scientifique ou économique, deux voies qui lui sont également accessibles compte tenu de ses bons résultats scolaires dans les différentes matières. Un long débat s'engage, notamment avec Mr. R, soucieux apparemment, de prendre en compte tous les avantages et inconvénients des deux filières envisagées. Il apparaît en fait au cours des entretiens que nous avons ensemble, que Mr. R, ingénieur, n'a pas fait le deuil d'un rêve, celui d'intégrer l'école polytechnique, rêve qu'il pensait pouvoir réaliser, devenu adulte, en quelque sorte par procuration. Ce qu'il n'avait pas pu faire, son fils le réaliserait. Un tel désir, dit Freud, une telle attitude des parents vis-à-vis de leurs enfants témoigne de la reviviscence et de la reproduction de leur narcissisme. His Majesty the Baby accomplira les rêves de désir que les parents n'ont pas mis à exécution, il sera un grand homme, un héros à la place du père. Que peut vouloir Paul alors, aux prises avec les attentes de son père, attentes qui mettaient à l'épreuve son propre désir de faire un institut d'études politiques. Vouloir pour l'autre est aussi invalidant que ne rien vouloir pour lui. Il n'est pas plus facile pour un fils de se confronter à un « fais ce que tu veux » qu'à cette injonction « fais ceci plutôt que cela ». L'injonction tue le désir. Plus encore, que peut-il faire entendre de son propre désir à ce père dont l'enjeu narcissique est si fort? C'est Madame R qui, lors d'une de nos rencontres, a pu entendre et dire, soutenue sans doute par notre présence, le désir de son fils. Elle lui permit ainsi de sortir de la voie tracée par le père, en même temps que celui-ci pouvait convenir des projections qui étaient les siennes dans son envie de voir son fils faire plus tard ce que lui-même n'avait pas pu. Sortir, se défaire de l'idéal du père, telle fut la tâche à laquelle Paul s'est confronté, l'espace de la consultation ayant permis à chacun de reprendre sa place et de dire ce qu'il en était pour chacun du choix professionnel et des enjeux qu'il recouvrait, d'avancer un peu plus sur le chemin de la séparation. Se séparer, tel peut apparaître l'acte de choisir comme ce fut le cas pour Paul. Mais choisir peut s'entendre aussi comme cet acte d'un sujet conscient qui, après avoir délibéré, a la liberté de sélectionner une voie possible parmi celles multiples qui se présentaient. Peut-être serait-il plus juste alors de parler de décision que de choix, au sens où celle-là est le moment qui met un terme à la délibération. Décider, c'est opérer une coupure, s'engager et d'une certaine manière passer un contrat, fût-ce avec soi-même, c'est être tenu à. C'est peut-être parce qu'elles engagent que les décisions d'orientation sont si difficiles à prendre. Les jeunes ont un sens aigu de cet engagement, au point qu'ils ont le sentiment de décider du sens de leur vie en choisissant telle formation ou tel métier. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'une décision ne relève pas d'une simple évaluation de possible, puisque si bien elle s'inscrit dans l'histoire du sujet qui en est l'auteur, et qu'une décision aussi consciente soit-elle, relève aussi le plus souvent de motivations inconscientes. Il est inconcevable d'admettre un sujet qui surplomberait d'avance son choix, le devancerait, en déciderait souverainement depuis quelque majesté ou quelque cime. On est sans doute choisi bien plus qu'on ne choisit, et pourtant cela ne nous épargne pas d'avoir à décider. Ainsi, aux déterminants sociaux, à l'obligation sociale qui est faite aux lycéens d'avoir à choisir, s'ajoutent en quelque sorte des déterminants psychiques aussi méconnus soient-ils. Dès lors, plutôt que d'éduquer au choix, comme le recommandent les directives ministérielles, plutôt que d'initier à la prise de décision comme s'y emploient nombre de psychologues américains qui font souvent figure de modèle dans le monde de l'orientation français, il nous semble plus judicieux d'écouter ce qu'il en est du désir de chacun de telle sorte que chacun puisse faire sien ce qu'on a fait de lui, pour que les différents facteurs sociaux, historiques et constitutionnels qui font de chacun ce qu'il est prennent un sens pour lui. Ce serait du même coup assurer chacun de la marge d'autonomie, qui fait de lui un sujet singulier. La question n'est-elle pas alors, plus qu'entre l'impossible choix et l'obligation de choix, la suivante: que fait-on de la situation sociale à laquelle on est confronté et au-delà, que fait-on des déterminants psychiques dont nous héritons? Car si l'homme ne peut se soustraire au déterminisme social, quel qu'il soit, il n'est cependant pas le simple jouet de la conjoncture sociale. Il est, en tant qu'être de langage, être de décalage, comme nous l'apprend la psychanalyse. Or, l'instance de décalage, dit M. Huguet, s'exprime dans la singularisation l'homme fait de la situation sociale à laquelle il est confronté, qui le détermine tout en lui laissant l'espace possible de son autonomisation. 21.
Qu'ont fait Xavier et Jim de l'obligation qui leur était faite de choisir parmi des possibles qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre choisi. Pour eux, contrairement à ce que peuvent vivre de bons élèves, tout n'était pas possible. Xavier est élève de 3e. Il a 16 ans et voulait, comme la plupart des élèves de 3e, faire des études générales au lycée. Le conseil de classe lui propose une orientation dans un cycle professionnel. C'est un échec pour lui, mais il réussira ce tour de force de faire de la proposition du conseil de classe un projet personnel. Pour ce faire, il va élaborer une sorte de roman professionnel, dans un processus d'imaginarisation. Il se raconte une histoire qui va lui permettre d'élaborer un sens à ce qui lui est imposé et en faire sa propre histoire. C'est bien un métier manuel, dit-il, c'est toujours utile. D'ailleurs, je préfère viser moins haut et être plus sûr de réussir, c'est moins risqué et on verra après, je passerai peut-être un bac techno. Xavier a bien intériorisé le discours de l'école et de sa famille, dans un processus de rationalisation défensive qui lui permet cependant de restaurer son image aussi bien à ses propres yeux qu'à ceux de ses pairs. Ce que l'on fait de la situation sociale qui nous est donnée, tient aussi à ce que l'on a fait de nous, et à ce que l'on a fait de soi comme sujet inconscient. Pour Jim, l'orientation qu'il s'est vu imposer, un cap de miroiterie, est un échec indépassable, une terrible blessure. Il n'a pas choisi d'être là, mais ses résultats scolaires étaient si mauvais qu'il a été affecté dans une section où restaient des places. Il nous est adressé par le professeur principal de sa classe à la suite d'un absentéisme persistant et de comportements jugés ascolaires. Il n'attend rien de notre rencontre, ne veut rien sauf qu'on le laisse tranquille. Il est hors de lui, révolté et dit-il dépité. Sa souffrance est immense, à la mesure de l'atteinte narcissique sans doute ancienne, mais qui s'est cristallisée sur le problème de l'orientation professionnelle à ce moment de remaniement identificatoire et de questionnement sur son devenir personnel. Le seul chemin qu'il peut prendre alors, c'est celui du refus et de la révolte, seul moyen pour lui d'affirmer sa singularité, seul moyen aussi de se séparer de sa mère et de ses sœurs avec qui il vit, seul moyen peut-être de composer avec l'interdit de l'inceste. Ces deux vignettes illustrent une partie de ce qu'est l'orientation pour certains adolescents. L'orientation pour ceux-là, c'est être orienté, être confronté à cette tâche d'avoir à occuper ou à prendre une place qui leur a été, selon eux, imposée, d'avoir à prendre ce qu'ils n'ont pas choisi. Or, être orienté, pour tout élève, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter parce que c'est déjà s'engager dans un cycle d'exclusion. Au deuil obligé propre à tout choix s'ajoute alors une atteinte à l'image de soi, et ne pas être comme la majorité des pairs est une blessure supplémentaire. Mais pour Xavier comme pour Jim, on peut penser aussi que ce qui les a amenés l'un et l'autre à la confrontation de cette réalité-là relève de ce que chacun a déjà fait de son histoire et de ce qu'avant eux on avait fait d'eux. Le choix qu'ils ont fait ou pas de l'orientation qui leur était proposée marque d'une empreinte nouvelle le chemin entamé. Voie de réussite peut-être pour Xavier, risque d'errance, c'est à craindre pour Jim. Pour ceux par contre qui, comme Céline, ont des résultats scolaires qui leur permettent de choisir selon leur goût, la question n'est plus d'être orienté mais de s'orienter et se formule ainsi, comment m'orienter ? Le plus souvent elle présente autant de difficultés, et engendre autant d'angoisse que celles qu'avaient à affronter Xavier et Jim. Le moment du choix n'est jamais le bon. Le temps personnel est toujours en décalage par rapport au temps institutionnel. La liberté de choix engendre souvent l'embarras du choix, au point que s'ensuit une inhibition qui empêche toute prise de décision. Céline craint, selon son expression, de s'embarquer dans une voie qui ne lui correspondrait pas, puisque, dit-elle, « Je ne sais pas pourquoi je suis faite », comme si quelque chose lui était réservé qu'il faudrait qu'elle découvre pour s'en saisir. S'agirait-il à nouveau de savoir quelle place prendre, mais avec une contrainte supplémentaire ? Pas seulement rejeter ou s'approprier celle qui est donnée, mais découper les contours d'une réalité totalement ouverte, en construire une nouvelle, élaborer de nouvelles pistes ? Au bout du compte, la nuance est mince entre les positions de Jim, Xavier et Céline, et si la situation scolaire et sociale, objective de cette dernière est plus favorable, elle ne peut pas plus que Jim et Xavier faire l'économie d'un travail de réflexion sur soi, travail d'élaboration qu'aucun résultat de test ni aucun programme éducatif ne remplacera. Car il s'agit bien, au moment de déterminer son devenir professionnel, de se pencher aussi sur le devenir de soi, d'autant que la question du choix professionnel s'inscrit dans cette période de bascule qu'est l'adolescence. Qui suis-je ? Que vais-je devenir ?
Telles sont les deux questions qui se posent alors au moment des remaniements des identifications de l'enfance, redoublant la question des choix sexuels et des choix de vie, obligeant à négocier l'héritage dont on est porteur pour s'engager dans une voie qui n'est pas seulement celle qui a été tracée par les parents ou qui comblerait leurs attentes, mais qui porte la trace de sa singularité. Il faut que chacun puisse jouer avec les cartes dont il dispose, et non qu'on lui explique les règles du jeu. Condition de la découverte du soi, dirait Winnicott, condition du devenir adulte de l'adolescent. Mais précisément, jouer pour un adolescent c'est difficile, car jouer est, si l'on peut s'autoriser l'association de ces deux mots, un travail de séparation, travail adolescent s'il en est, qu'interroge autant le devenir de soi que le devenir professionnel. Qu'est-ce qui se joue alors dans la question du devenir professionnel des adolescents, et qui se conjugue avec les enjeux de cette période? On sait que pour l'adolescent, la question de ce qu'il va devenir est fondamentale. Quelle femme? Quel homme sera-t-il? Que feront-ils de leur vie? Question le plus souvent angoissante qui interroge sur un avenir énigmatique, question qui s'enracine dans la nécessité de changer qu'impose en premier lieu le corps et que redouble la demande sociale. C'est en effet au moment où la question du devenir de soi envahit le sujet adolescent, que la réalité sociale lui impose de questionner son devenir professionnel ou scolaire. Dans les sociétés moins évolutives que la nôtre, un fils de boulanger savait qu'il serait boulanger ou quelque chose d'équivalent. Par conséquent, les identifications étaient déjà massivement établies sur les gens, remarque O'Manoni. Sans doute en effet cette transmission du métier de père en fils évitait au fils d'être envahi par le doute que peuvent vivre les adolescents actuels même si ne lui était pas épargné le renoncement à toute autre voie. De nos jours, pour nombre de jeunes de surcroît, la perspective d'une place réservée est très aléatoire compte tenu de l'importance du chômage. Faute de pouvoir s'inscrire dans un statut social reconnu en exerçant une profession, ou faute de pouvoir se projeter dans un tel statut, pour des raisons qui dans l'un et l'autre cas débordent la stricte détermination sociale sans qu'il soit possible d'en faire abstraction, certains jeunes vont s'installer dans un statut d'assisté, prolongeant l'état de dépendance infantile à la mère dont l'État prend alors le relais. Il ne s'agit pas ici bien sûr de contester l'aide dont peuvent bénéficier les plus démunis, mais de pointer qu'il est sans doute plus difficile depuis les années 80 de s'installer dans le monde des adultes, de négocier le passage adolescent. Les modèles sont beaucoup moins évidents que dans les sociétés stables. Les pères souvent découragent les fils de faire comme eux. Aujourd'hui, dit encore O'Manoni, si le père est boulanger, il dit qu'il ne faut surtout pas faire ce métier. Aujourd'hui on les piège. On dit à un enfant, tu feras des études, tu iras jusqu'au doctorat par exemple, puis après tu feras ce que tu voudras. C'est vraiment les lancer sur un toboggan où ils se cassent la figure. 24. Le fais ce que tu veux, de nombreux parents actuels, sous couvert d'éducation libérale et permissive, privent le plus souvent l'adolescent de repères symboliques et rend difficile la séparation. A contrario, l'injonction à faire ceci ou cela, le poids des attentes parentales est tout aussi lourd à porter comme on l'a vu pour Paul, pris au piège du désir de son père. Qu'on dise ou pas à un adolescent qu'il doit faire des études, qu'on le laisse libre ou pas de choisir ce qu'il veut, ne lui épargne pas, quoi qu'il en soit, de se poser la question de son devenir professionnel puisque si bien, comme nous le disions plus haut, actuellement, l'inscription dans le monde professionnel n'est pas acquis d'avance. De surcroît, comme l'exprime PH. Jean May, les nouvelles libertés et les nouvelles normes sociales donnent certes plus de possibilités de choix mais renvoient aussi davantage chacun à lui-même et à ses ressources propres. Libération des mœurs et assouplissement des contraintes sociales sollicite spécifiquement les ressources narcissiques du sujet, et par là même révèle davantage les vulnérabilités individuelles que ne le faisait un cadre social et moral plus contraignant. À la contrainte intérieure des mouvements pulsionnels nouveaux liés à la puberté, qui imposent un questionnement et un nécessaire réaménagement de ce qu'il était, vient s'ajouter pour l'adolescent, la contrainte extérieure faite des injonctions de l'école, de la famille, de la société, injonction à interroger ce qu'il veut devenir, dans quelle profession il veut s'engager. À l'adolescence en effet, moment de recherche d'une place dans le monde des adultes, se définir comme fils ou fille de ne suffit plus comme le dit Gigi. Ratiol 26. Il y a nécessité d'une inscription autre que familiale, nécessité de s'inscrire socialement. Sortir est le mot magique des adolescents,
Et c'est bien de cela dont il est question dans la recherche d'une orientation si on la comprend comme ce qui va engager le sujet hors du foyer de telle sorte qu'il ne soit plus seulement l'enfant, de X et Y mais monsieur, madame ou mademoiselle A, menuisier, médecin ou autre. L'enjeu est alors de se séparer du monde familier et familial pour s'affirmer dans le monde encore étranger des adultes. 27. Ce qui se joue sur la scène inconsciente va permettre ou pas d'affronter la réalité externe, va permettre ou pas la possibilité d'un jeu social. La question du devenir pour l'adolescent s'impose de l'intérieur comme de l'extérieur. La contrainte intérieure, c'est d'abord la contrainte du somato-psychique. La poussée sexuelle pubertaire en transformant le corps de l'enfant désormais en mesure d'accéder à la sexualité génitale, va obliger à des choix d'objets sexuels, à la définition d'une identité sexuelle. Après le déclin de l'Oedipe, marqué par le refoulement des désirs sexuels, se développent intérêts culturels et moraux, résultant de processus d'identification et de sublimation. Mais ce que la période de latence avait laissé en souffrance va ressurgir à l'adolescence, alors que la puberté réveille les désirs refoulés, moments de panique parfois, à la mesure de ce qui est ressenti comme une violence faite au corps. C'est sur la scène sociale que nous accueillons ces demandes d'orientation, souvent pressantes, à la mesure de l'angoisse sous-jacente. Ainsi cette jeune fille qui, venue prendre un rendez-vous, nous presse de répondre avant même notre rencontre. Mais répondre à quoi ? Ce qu'elle veut, c'est savoir quel nouveau chemin emprunter puisque, dit-elle, jusqu'à maintenant j'ai fait fausse route. Mais en même temps elle a peur de changer de voie et, saisie de panique et dans l'urgence d'y remédier, elle implore le psychologue, celui qui, croit-elle, sait. Que pourrait-il savoir qu'elle ne sut ? Seul le patient, disait Winnicott, détient les réponses à son questionnement. Appel à l'autre. Besoin de sa reconnaissance pour avancer, tel l'enfant au miroir assuré de son image et du même coup de ce qu'il a à être par le regard de l'autre ? Quel que soit le contenu de la demande d'orientation, elle s'inscrit toujours dans la réalité d'une situation de changement, et pose la question du devenir de soi, question adolescente s'il en est. Que se passe-t-il alors ? C'est comme si l'édifice se fissurait, que l'adolescent revivait ce décalage du temps du miroir, et qu'il avait à reconquérir une nouvelle image de lui-même. En même temps qu'est mis à l'épreuve son narcissisme, vont devoir se négocier de nouveaux choix d'objets. Tout se passe comme si la familiarité avec soi était mise en question pour faire place à une véritable méconnaissance, source d'inquiétante étrangeté, mêlant l'insolite au familier. L'adolescent ne se reconnaît pas. Il sait qu'il n'est plus un enfant et pas encore un adulte, mais cet entre-deux le plonge dans le doute de ce qu'il est, et au-delà, de ce qu'il deviendra. Tout se passe comme si devait se rejouer un deuxième stade du miroir, se redéfinir une nouvelle identification spéculaire. Lorsque nous rencontrons Angèle, elle dit ne plus savoir qui elle est. Elle est à la veille d'une épreuve, repasser des examens pour valider sa première année d'études d'anglais, ce qui apparemment met à l'épreuve ce qu'elle avait entrepris et au-delà ce qu'elle croyait être ou vouloir. Ainsi, dit-elle, je voudrais être ancrée quelque part, comme si elle avait perdu ses assises, comme si elle était en pays étranger, se vivant comme une autre, image d'un double qu'elle ne reconnaît pas et que pourtant elle sait aussi faire partie d'elle. Je me sens perdue, dit-elle encore, pas solide, il y a une partie de moi qui ment. Comment exprimer mieux cet ébranlement narcissique qui donne ce sentiment d'inquiétante étrangeté que Freud analyse dans le texte de 1919, qui associe l'étrange au familier et attribue, parmi les motifs producteurs d'un tel sentiment, celui du double. Inquiétante étrangeté en effet, que procure ce visage, ce corps familier devenu étrange, comme si quelque chose de ce qu'il recelait en son tréfonds, mais qui était inconnu, venait au grand jour, quelque chose de soi qui n'est plus tout à fait soi sans pour autant être tout à fait autre. C'est ce qu'à sa manière nous transmet Angèle, et ce que nous donnent à entendre la plupart des adolescents que nous rencontrons. Ils sont désorientés, dans la confusion et l'incertitude quant à ce qu'ils sont. C'est banal de rappeler combien d'entre eux, garçons et filles, passent de temps à se regarder dans tous les miroirs à leur portée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.